Bien, ben merci Henri de m'avoir fait venir. Alors, pourquoi est-ce que on m'a, quand Henri m'a demandé de venir, de quoi pourrais-tu parler? Je lui dis, ben, actuellement, notre souci, c'est quand même la France. La France est effectivement en danger. Nous sommes tous des patriotes, des nationalistes même, nous n'avons pas peur du mot. Et en tant que nationaliste, l'avenir de la France et son destin nous semble très en difficulté, et nous pensons, comme nous avons l'espoir, nous savons que de toute façon on pourra en sortir. Après tout, si on est un petit peu mystique, on sait que la résurrection arrive après la crucifixion. Donc on sait qu'il y a toujours un moment où arrivera un moment où on pourra se libérer d'un certain nombre de choses qui semblent nous contraindre, nous oppresser. On ne sait plus où donner de la tête. Partout où le regard se tourne, on a des tableaux affligeants, on a une chute qui paraît inexorable, on a une élite qui est complètement démobilisée, ou du moins mobilisée contre notre pays. Axel Tisserand faisait remarquer dans un de ses éditoriaux que, en fait, ce qui gêne notre président, Macron, pour la fin de son quinquennat, ce qui gêne, c'est la France. C'est la France qui est le problème. Pour lui, c'est la France le problème. Son objectif, il est déjà les yeux tournés vers Bruxelles. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction de Bruxelles, mais c'est derrière ce qui est la première étape vers une mondialisation. Comme disait Juppé, une mondialisation heureuse, on voit comme elle est heureuse, on voit ce qu'on subit et voit en retour ce que ça nous a apporté. Christophe Guilluy faisait remarquer que il vient de faire un ouvrage qui s'appelle Les Dépossédés. Les Dépossédés, c'est-à-dire que c'est amusant comme titre, mais c'est pour dire que toute une partie de la France, et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans d'autres pays occidentaux, donc c'est un phénomène occidental, toute une partie de la population est complètement reléguée, et en particulier, bien entendu, les précaires et les cadres moyens, enfin toute une partie de la population est rendue inutile du fait de la mondialisation. La mondialisation a permis de produire des choses ailleurs à moindre coût, et donc on a, entre guillemets, on a exclu une partie de la population qui est inutile parce qu'elle coûte très cher, elle coûte plus cher que ceux qui produisent à l'extérieur, et en plus elle est trop attachée à son patrimoine, à des choses qui paraissent sans valeur pour ceux qui nous dirigent, puisque eux, ils ont une vision, d'une manière générale. Ce sont des gens qui dorment dans les aéroports ou dans les hôtels, qui ne possèdent rien mais qui possèdent tout en réalité, et qui souhaitent une espèce de fluidité de la population qui leur permette de faire leurs affaires, de continuer à s'enrichir, de continuer à enrichir toute une élite, toute une oligarchie quelque part qui se met en place et qui est déjà bien installée. Et ça permet mais il faut que faire de ceux qui réclament. Alors, vous avez bien entendu les paysans qui sont en chute libre aussi, qui vivent un calvaire aujourd'hui, ils sont nombreux à se suicider régulièrement. Vous avez le monde hospitalier que vous connaissez bien. Il y a des hôpitaux ici très célèbres, mais pour autant, le monde hospitalier est en souffrance parce que le système de santé français est en train de se privatiser et de réduire ses moyens parce que de toute façon ça coûte cher, et on est entré dans une logique de rentabilité, la rentabilité qui nous est imposée par nos cadres, par notre élite, par ceux qui sortent de Sciences Po, de l'ENA et des autres grandes écoles de commerce et qui tiennent le haut du pavé. La rentabilité, c'est la priorité de toutes les actions qu'on peut mener, quelles que soient les actions, y compris celles qui relèvent de l'intérêt général ou du bien commun. Donc voilà, cette non-différenciation des activités qui sont toutes tenues à la rentabilité fait que forcément, eh bien, il y a les services publics en particulier, en souffrent terriblement, et aujourd'hui on voit cette souffrance s'étaler dans notre pays, on voit cette tension. Alors tout à l'heure quelqu'un me disait, en ce moment c'est toi qui disais ça, c'est la question des retraites, on manif pour les... oui, la question des retraites est venue
alors là c'est encore Guillouis qui le dit, il dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'il y a un taux de souffrance subi dans notre pays qui fait que, à un moment donné, eh bien, les gens ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, et là, la révolte, alors c'est là que je demande d'ailleurs aux militants d'AF qui sont présents, d'être présents dans ces lieux de rassemblement qui se font dans la rue, même s'il y a des violences, essayez de ne pas trop vous exposer, mais d'être présents, parce qu'il est important de repérer, d'identifier, de voir comment ça se passe. Vous avez les groupes d'extrême gauche, toujours de service, qui sont là pour tout casser, et eux, leur but, bah, en fait, c'est les idiots utiles du système, hein. Ils sont là pour faire, comment dirais-je, délégitimer la colère du peuple. Mais il y a une véritable colère qui existe, puisque la facilité avec laquelle les gens sortent dans la rue, et en particulier des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui sortent, là en ce moment les étudiants sont très présents. Donc là on a besoin d'avoir une observation assez fine de ce qui se passe, de comprendre où se trouvent les gens qui sont, pour nous, l'expression du pays réel. Hein, vous connaissez l'expression de Charles Maurras, un pays légal, pays réel. Donc ceux qui sont représentatifs du pays réel nous intéressent. Et il y a peut-être une stratégie, mais ça j'en parlerai plus tard, mais il y a peut-être une stratégie à mettre en place par rapport à ça. Parce que de deux choses, où on se met en opposition en disant « Ah, c'est des casseurs, donc on est contre les manifestants parce que c'est toute la gauche qui se répand », ça ce serait une grosse erreur. Où on se dit il y a une véritable colère, il y a une véritable souffrance qui s'exprime, il y a des familles entières qui sont complètement à l'abandon. Essayons de voir comment elles-mêmes se projettent dans cette colère collective qui mobilise beaucoup de gens. Quand on n'a plus rien à perdre, eh bien on y va. Hein. Et puis essayons de comprendre si quelque part nous on peut apporter à ces gens-là. Comment on peut les aider à ne pas tomber sous la férule de l'extrême gauche d'un côté, ou de se faire récupérer par un système policier qui va les terroriser et qui va les faire entrer dans le rang. Donc il y a peut-être une alternative à tout ça. Donc à nous d'y réfléchir, et toutes les personnes qui sont patriotes, qui aiment leur pays, ça ne concerne pas que la haie, bien sûr, ça concerne tous les patriotes, tous les gens qui ont un quelconque intérêt pour le pays, doivent avoir cette vision, cette lucidité d'approche du combat à venir, en quelque sorte. Alors, oui, il y a ce problème, en plus, il n'est pas que propre à la France, il est occidental. C'est-à-dire qu'il y a... Gérard Leclerc a écrit aussi un excellent article récemment dans comment ça s'appelle, France Catholique, là, un excellent article dans lequel il fait apparaître que il y a une crise occidentale partagée, parce que le problème de la mondialisation, d'abord, il touche tout le monde. Il touche tout l'Occident, plus particulièrement. Tout l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, d'ailleurs, où il y a aussi des manifestations. Ne croyez pas qu'il y a que chez nous. Il y a aussi des manifestations en Allemagne, il y a des manifestations également en Angleterre. Et les pays qui récemment entrés dans la zone OTAN, entre guillemets. Tous ces pays sont en souffrance. Tout le monde est en souffrance. La France en particulier, parce que plus nous on a toujours un petit peu d'avance quand il s'agit de faire la révolution. Donc il faut... on est dans cette situation peut-être un peu plus limite. Mais cette réalité, elle apparaît partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise morale, une grande crise morale et une grande crise intellectuelle. Et là, il faut apporter des réponses qui ne soient pas seulement des réponses de rustine. Il faut arriver à remettre en cause... Le système est en train de s'effondrer sur lui-même. Et on a peut-être à être très attentif à ça, parce que c'est peut-être aussi une occasion. Il ne faut pas seulement se dire que tout est foutu. Il y a peut-être on va en baver probablement, mais il y a peut-être une renaissance qui s'affiche derrière. Donc à nous de saisir cette occasion-là. Alors quand je dis que tout le système s'effondre, c'est parce que tout le monde connaît la French Theory, c'est-à-dire les idées de déconstruction jetées par Derrida, etc., qui sont allées aux États-Unis, qui ont fait fleurir et qui reviennent sous la forme d'un véritable du wokisme, en quelque sorte, c'est-à-dire tout ce que nous vivons, tout ce qui est dégradant dans notre société, toutes les aberrations, les aberrations intellectuelles qui nous sont imposées par toute une
par les gens de l'éducation nationale, par les enseignants, les professeurs, et puis même par l'administration, y compris les politiques. Hein, par exemple, l'écriture inclusive qui est soi-disant interdite et qu'on voit arriver dans nos administrations au plus haut niveau. Tout cela, c'est une question, il y a une dégradation, on ne peut même pas l'arrêter, c'est un flot de bêtises qui vient, qui envahit notre administration, qui envahit notre élite, qui envahit nos universités. Les universités maintenant parlent en écriture inclusive. Et puis toutes les revendications communautaires qui ont été donc promues par cette démarche, par ce comportement, cette attitude de nos intellectuels, eh bien, ça donne lieu à des trucs incroyables. Quand vous pensez que pour les transsexuels, maintenant, si vous êtes un homme et que vous avez faire un nom dans le basket, ben, devenez une femme. Et puis, il y a un gars qui était... je ne sais plus dans quel sport c'était, il était 172e de cette catégorie, il s'est retrouvé premier chez les femmes. Comme quoi il n'y a pas une vraie égalité, forcément, parce que c'était... Et alors, il y a eu même cette aberration, alors ça se passe aux États-Unis, où des détenus, un détenu qui était transsexuel, qui a décidé d'être une femme, s'est retrouvé en prison chez les femmes et il a violé la moitié de ses collègues. Il s'est fait virer. Non mais, vous voyez, là, excusez-moi, je reste poli, mais la bêtise, mais une bêtise gravissime qui est dans laquelle on est plongé par des gens très sérieux qui parlent avec arrogance à la télévision, qui vous expliquent que c'est normal. Pareil pour le racisme, on nous a imposé l'antiracisme, mais il n'y a pas pire racisme que l'antiracisme. La France n'a jamais été un pays raciste. Par tradition, on n'est pas un pays raciste. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'occupais d'un centre culturel et j'avais fait venir le Golden Gate Quartet, qui était un groupe de négro spirituels, qui étaient des gens très sympathiques et qui est merveilleux musiciens. Et on avait été boire un coup ensemble, et puis ils parlaient un français, j'étais étonné, ils parlaient tous très bien français. Et ils m'expliquaient que, alors ceux qui étaient là, il y avait un très ancien, et puis les autres étaient plus jeunes, en fait, parce que c'était renouvelé, mais l'origine de l'implantation, de l'arrivée du Golden Gate Quartet en France, c'est parce que quand ils sont arrivés, eh bien, ils ont été reçus à l'Olympia, ils ont fait leur show. D'abord, ils étaient étonnés de voir des blancs et des noirs dans la salle. Ils pensaient qu'il y aurait que des noirs, puisqu'ils venaient des États-Unis. Puis ceux qui nous font la leçon, là-bas, les Américains, c'était eux les vrais racistes. Eux, ils ont eu une pratique, une antériorité raciste terrible, et même racialiste. Même. Et donc, ils disaient, quand ils ont pris le taxi, on leur a appelé un taxi, le premier taxi, c'était un blanc, il s'est arrêté, il les a pris sans poser de problème. Ils ont découvert que finalement la France est un pays où il fait bon vivre. Ils ne sont jamais repartis aux États-Unis. Sauf pour faire des tournées. Mais donc la France n'est pas un pays raciste. Par essence, par principe, ça ne veut pas dire que quand un gars qui gueule, qui dit « Oh, bah, encore des bougnoules, encore des... » Mais ça fait partie de la France, c'est pas du racisme, je suis navré, c'est pas du racisme, c'est de l'action populaire, on parle comme ça, mais on n'est pas plus... Bon. Et puis nous, on a vécu la guerre d'Algérie qui a créé des clivages tout à fait compréhensibles. Mais pour vous dire que ce n'est pas dans notre nature. Et c'est ces Américains qui ont eu le racisme le plus odieux dans leur mode de fonctionnement, c'est eux qui viennent nous faire la leçon pour dire que nous, on est racistes. Et ils viennent nous expliquer qu'il ne faut pas qu'on soit raciste. Il faut se mettre à genoux devant les Noirs, etc. Parce que... Mais l'histoire de Traoré, etc., ils l'ont pris des États-Unis, ils ont repris toute la forme de dialectique américaine, le discours américain, le discours des universités américaines, qui viennent nous expliquer que maintenant il faudrait qu'on fasse un monde honorable, alors qu'on est envahi, on a une immigration hyper envahissante, parce que ça, par contre, ça pose un problème. Et là, les Français ne sont pas racistes quand ils disent « mais non, il y a trop d'immigrés ». Il y a trop d'immigrés. Oui, il y a trop d'immigrés, c'est une réalité. Il y en a trop. Allez dire à moi, mes filles qui se baladaient dans la rue, qui se faisaient aborder tout le temps par allez, on va dire des subsahariens, pour rester poli, et des Noirs et des Arabes, quoi, en gros, hein, c'était que ça qui les agressait. Mais forcément, elles avaient les nerfs, et elles étaient complètement... c'était compréhensible. Donc, cette hyper-invasion, ce grand remplacement, et moi j'adopte très volontiers la position de Renaud Camus, hein, c'est ce grand remplacement qui n'est pas
un programme forcément, mais qui est une réalité qu'on peut constater au quotidien, ce grand remplacement devient insupportable à la France profonde. C'est pas les mecs des élites, c'est pas les gars qui habitent les beaux quartiers ou qui sont bien protégés que ça gêne. Ça gêne le français moyen, le français de base. Et ça fait partie des malheurs, des 7 plaies qui frappent notre pays, qui frappent l'Occident. Et la France, là-dessus, on est très en avance aussi, de ce point de vue-là. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de dire que il y a un problème culturel, il y a un problème religieux en plus avec l'islam qui vient s'ajouter à cela, et qui est par contre l'islam comme la culture sud-méditerranéenne, on va dire, ne pose pas de problème à nos intellectuels, à tous nos redresseurs de tort, qui eux, en revanche, prennent très mal que les catholiques fassent un peu trop de bruit, fassent des processions, on veut virer les statues, on veut virer toutes les marques au nom de la laïcité. Par contre, la laïcité, alors, il y a le discours laïciste, mais la laïcité, elle n'atteint pas les musulmans. C'est curieux, donc ça, il faudrait peut-être qu'on se pose aussi des questions là-dessus. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez un phénomène qui vient à s'imposer à la France. Ils sont tous cousins, ces phénomènes-là. Ils sont tous liés à cette espèce de déculturation, acculturation, on pourrait dire. Il faut oublier qu'on est français. Mais qu'est-ce que vous avez à vous dire français? Quel sens ça a pour vous? Les Français, ça n'existe plus. Déjà, on veut nous fondre dans l'Europe. L'Union européenne, ça c'est le grand projet de Macron. Et Macron, s'il ne s'intéresse pas à la France, c'est parce qu'il s'intéresse déjà à l'Europe. Parce que son projet, lui, il arrive à la fin de sa carrière, là. C'est son mandat, il n'a plus qu'un mandat à faire. Qu'est-ce qu'il va faire après? On peut se poser des questions. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il a déjà les yeux sur Bruxelles. C'est pour ça qu'il obéit comme un bon élève à toutes les injonctions de Bruxelles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaie d'être bien vu par la Commission. Parce que la Commission, c'est le futur gouvernement européen. Et donc, il a comme objectif de faire une Europe fédérale, dont la France serait une des provinces. Et donc, il a intérêt de se faire bien voir. Et alors qu'il y a des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, qui refusent les injonctions sur les tarifs énergétiques, par exemple, Macron, lui, les accepte. Ça ne le gêne pas. Mais quand on veut être ami de Bruxelles, il faut être aussi ami de Washington. Ça va ensemble. Hein, il ne faut pas se crier avec Washington, parce que Bruxelles, quand même, a les yeux tournés vers Washington, et si Washington dit... Alors là, on se calme, parce que... Ils ont l'OTAN, et l'OTAN, il la maîtrise, et l'OTAN, c'est l'armée européenne. Donc qu'est-ce que vous voulez faire contre une puissance pareille? Eh bien, vous n'avez qu'à obéir. Donc voilà, c'est les poupées gigognes un petit peu. Hein. Il y a Bruxelles, pour moi, c'est l'européanisation, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer, l'européanisation de l'Occident, de cet Occident atlantique, on va dire. Et puis, derrière, eh ben, il y a la mondialisation qui montre ses cornes. Voilà. Donc, mais quand même, on est obligé de constater qu'il y a des choses qu'il faut... Ça ne fonctionne pas complètement, leur truc. Il y a plein de... on pourrait dire, voilà, c'est une organisation fantastique, c'est structuré, etc. Oui, je sais, il y a Davos, il y a tout ça, il y a les milliardaires qui sont derrière aussi, parce qu'en fait, on est dans un système... et pourquoi la France, elle est si mal, elle le vit si mal? Parce qu'on a un système, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, oligarchique, c'est-à-dire un système fondé sur les grandes puissances financières, lesquelles grandes puissances financières utilisent les États-Unis comme leur porte-avions. Hein, c'est utile d'avoir les États-Unis, puisque c'est la plus grande armée du monde, etc. Donc, mais les Américains moyens, ils en souffrent autant que nous. Ils sont eux aussi, parce que, vous avez vu ici l'affaire de Trump et tout ça, c'est ce qu'il avait rallié. Ceux qui en ont marre, parce qu'eux, ils sont déclassés aussi. On n'est pas tous... On vit la même chose. Donc, au bout d'un moment, on va se retrouver dans une situation, et je pense qu'on y arrive là en ce moment, les peuples contre les élites mondialisées, et qui va l'emporter? Alors nous avons un devoir, parce que nous on est Français. Et si il y a un exemple que je vais vous montrer, c'est la France qui va le faire.
Donc on ne peut pas effectivement rester les bras ballants. Alors qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas voulu vous faire un inventaire à l'après-vert, puisque c'était déjà dans l'invitation qu'avait faite Henri, qui cite toutes les raisons qui font qu'on est... si vous avez un appel, prenez-le. Non, on veut pas... je ne vais pas vous reprendre détail par détail, d'abord parce que ça va vous foutre le moral à zéro, et c'est pas la peine. On n'est pas là pour ça, parce qu'on va passer après un petit moment sympathique. Donc autant essayer de garder un petit peu le moral. Mais il y a une pression terrible qui s'exerce sur nous, sur les Français, et nous, me semble-t-il, si on est dans cette salle ensemble à se retrouver, c'est parce que nous sommes des Français lucides, et qu'on essaye d'y voir clair dans cette espèce de brouillard et de violence larvée, de crispation, de mise à l'index, parce que, évidemment, toutes les personnes qui parleraient comme moi à la télé ou sur... ils seraient tout de suite montrés du doigt. Mais ça prouve que la vérité fait mal et que la vérité blesse. Et on est là pour ça, on est là pour les blesser aussi. Donc, en France, alors nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut faire un constat, il faut regarder ce qui se passe, quelles sont les forces en présence. Bon, vous avez vu les dernières élections, quand même, les résultats du Rassemblement national, même si ce n'est pas forcément l'idéal, le Rassemblement national a quand même fait un carton à l'Assemblée. Hein, ils ont réussi à se positionner avec 80 députés, ce qui est une réussite qui n'a pas bénéficié à Zemmour, par ailleurs, mais par contre, le phénomène Zemmour est intéressant, il faut le prendre aussi en considération, il faut l'étudier avec intérêt, parce que Zemmour a quand même rassemblé des centaines de milliers de personnes dans toute la France, a suscité un espoir, il est monté jusqu'à 19%, voire des intentions de vote pendant un certain temps dans les sondages, puis après le système a organisé sa chute et ça s'est passé comme... Mais ce n'est pas une chute totale, puisque 7%, d'abord, il a eu ses élections remboursées, ce qui est très bien. 7%, c'est pas ridicule dans un pays comme le nôtre, parce que ce sont ceux qui votent à ce moment-là, les 7%, c'est des gens qui en veulent, quoi. Ils sont allés jusqu'au bout, malgré toutes les mauvaises nouvelles, ils sont allés, ils ont voté. Donc c'est pas mal. 7%, c'est pas un mauvais résultat. Et surtout, derrière, vous avez un appareil, un mouvement avec des troupes. Des troupes assez importantes, hein, beaucoup de jeunes. Des jeunes très dynamiques, très engagés, des vrais patriotes, il n'y a aucun doute. Et puis surtout, ce qui nous intéresse chez Zemmour, plus que chez le Rassemblement national, c'est que Zemmour a un discours qui nous est assez proche. D'abord, de temps en temps, il cite Maurras, c'est pas mal. Nous, ça ne peut pas nous déplaire. Deuxièmement, il cite Bainville, ça ne nous déplaît pas non plus. Ça va. Et puis, ce qu'il faut constater aussi, c'est que, là, justement, j'ai amené son dernier ouvrage qui montre qu'il est vraiment assez proche de la pensée d'Action française, en tout cas en ce qui me concerne. Peut-être que tout le monde n'est pas d'Action française, mais ça va arriver, ce n'est qu'un moment... c'est juste une question de temps. Il nous parle, c'est son rapport à l'histoire. Et je vais vous lire juste un petit extrait, mais ce ne sera pas trop long, excusez-moi, je voulais vous le lire parce que pour moi, il est significatif. Récapitulons, dit-il. Il a fait tout un chapitre sur son rapport à l'histoire. Et je vous donne juste la récapitulation, mais il faut lire, hein, faut le lire ce bouquin. L'histoire traditionnelle centrée autour de notre nation, de nos grands hommes, de nos gloires et de nos malheurs a été d'abord remplacée par l'histoire économique et sociale. Aujourd'hui, elle est marginalisée dans les universités d'Occident par la tendance woke. Ces guerres de l'histoire ne concernent pas uniquement les historiens, car elles finissent toujours par influer sur les batailles politiques. Après la mort du général de Gaulle, la vie politique française abandonna le lyrisme de la grandeur passée et à venir de la France pour se réduire à des querelles de chiffres, de taux de croissance, d'inflation, de chômage. C'est sexy, hein? De pouvoir d'achat et de réduction des inégalités. Mais depuis quelques années, notre actualité politique est de plus en plus phagocytée par les thèmes des violences faites aux femmes, des discriminations de genre, mais aussi de race, de l'éducation sexuelle à l'école, etc. Ce qui relevait naguère de la vie privée, les relations entre hommes et femmes et de la pensée universaliste. Les races n'existent pas, bien sûr, vous savez que ça a été dit, c'est la science qui nous a expliqué qu'un jour les races n'existaient pas, bon, dont acte. Et tiens, brusquement, il ne reparle que de ça.
Vous avez toujours quelqu'un qui entre dans une salle de spectacle, mais il n'y avait pas beaucoup de noirs dans cette salle, comment ça se fait? C'est une salle de blanc. Et de quoi je me mêle? La couleur de la peau, je ne sais pas en quoi ça... Bon. Alors, ça fait partie des sujets majeurs. L'histoire lue par l'idéologie woke se transforme en politique woke. Ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron, à peine réélu, a cru faire un bon coup en nommant Papa Ndiaye à la tête de l'éducation nationale. Mais c'est passionnant, je vous invite à le lire, c'est bon, très très bien. Mais en tout cas, il a une vision, ça on le voit un peu plus en amont, il a une vision, il a une approche empirique de l'empirisme, enfin, ce que certains d'entre vous connaissent, c'est l'empirisme organisateur. C'est-à-dire que lui dit, sans histoire, sans connaissance de l'histoire, puisqu'on l'a traité d'historien, trop historien, pas assez politique, sans connaissance de l'histoire, c'est même pas la peine de faire de la politique. La politique s'appuie sur le vécu, sur l'histoire, sur la compréhension des phénomènes de société qui sont produits avant, tout simplement parce que ce n'est pas une science exacte, mais c'est quelque chose qui joue sur l'expérience. Et donc l'histoire, c'est une accumulation d'expériences. Et pardonnez-moi de revenir à quand même l'histoire, elle n'a pas démarré en 1789, vous le savez bien, elle a démarré un peu plus tôt, on pourrait dire qu'elle a démarré à Clovis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a d'abord démarré avec Clovis, parce qu'avec Clovis, c'est l'alliance entre la France et l'Église. Très important, fondamental, parce que si on ne comprend pas cette alliance de la France et de l'Église, on ne peut pas comprendre l'histoire de France. Et puis, les Capétiens, alors je saute, je vais aux Capétiens, je passe pas, je fais l'impasse sur Charlemagne, je vais aux Capétiens. Les Capétiens ont construit cette nation sur des bases sérieuses, avec déjà des provinces qui avaient été unies par les rois précédents, mais ont réussi à constituer une nation. C'est-à-dire qu'on a mis 8 siècles à créer une nation. Enfin, 15 siècles, on va dire, mais il y avait eu le préalable pendant avec les Mérovingiens et les Carolingiens, puis après, vous avez, avec les Capétiens, vous avez eu une construction empirique, avec des successions qui ont permis d'agrandir le pays et dans une espèce d'harmonie, dans une harmonie jamais connue par la suite. Et donc il a fallu... et quand la Révolution a eu lieu, ils se sont appuyés sur cette réalité qui était la France. Et quand ils ont créé Vive la Nation, ils ont créé Vive la Nation parce qu'ils avaient tué le roi, tous les Français disaient Vive le roi. Mais quand on tue le roi et qu'on tue la famille royale, c'est ça qui s'est passé, eh ben, on a voulu remplacer le roi, même mentalement, par un autre mot qui était la nation. Mais pour nous, nationalistes, et qui défendons le nationalisme intégral, le roi, c'est la nation. La nation, le nationalisme intégral, c'est le roi. Et en quelque sorte, il y a eu, ils ont pu s'appuyer sur cette histoire pluricentenaire pour pouvoir faire passer l'idée de la nation. Et nous, enfin, un certain nombre d'entre nous, nous sommes tous nationalistes. Mais le nationalisme qui est le nôtre, c'est un nationaliste non pas radical, c'est le nationalisme intégral. C'est-à-dire que la logique, et Maurras a su l'expliquer à ses camarades républicains au départ quand il a créé l'Action française, si vous voulez le pays survivre, il faut assurer la continuité de l'État, il faut la légitimité sans guerre, sans ce système électoral qui est une forme de guerre civile larvée, hein, et il y a un lieu d'affrontement, et puis l'indépendance de l'État aussi. L'indépendance de l'État, c'est-à-dire que le roi, le roi il décide. Et à un moment donné, il décide, et c'est pas les Américains, ni Davos, ni les autres. Son avenir, il est sur la France, il est dans la France, il n'est pas ailleurs. Il n'a pas d'autres ambitions que celle de servir son pays. Voilà. Donc le nationalisme intégral, c'est l'aboutissement d'une réflexion nationaliste, patriote, qui est, au bout d'un moment, on en arrive à comprendre que, oui, il faut, si on veut que ça dure, si on est dans le temps long, si on s'inscrit dans le temps long, et on ne peut pas imaginer l'histoire d'une nation qui se tiendrait dans un temps amnésique. Hein. Vous savez, dans l'île de la Jungle, vous avez un peuple qui s'appelle les Bandarlogues. Hein, leur spécificité, c'est qu'ils sont bruyants, ils parlent beaucoup, mais ils sont amnésiques. Ils ne savent pas ce qui s'est passé la veille. C'est ça, notre République. Excusez-moi de vous le dire.
Je sais qu'il y a peut-être des républicains parmi vous, mais je vous le dis, la République, c'est les banderlogues. On est dans une absence de continuité parce qu'on oublie. Et d'ailleurs, nos contradicteurs, ceux qui attaquent Zemmour parce qu'ils lui reprochent d'être un historien, ils l'attaquent pourquoi? Parce que justement, lui, il fait référence à l'histoire. Et eux, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas parce que dès qu'on commence à rappeler ce qu'a été cette nation, et la seule référence à l'histoire que font nos ennemis, c'est Colbert qu'il faut peindre en rouge à cause du code noir, c'est les statues qu'on essaie de virer, alors que la France, il y en a partout, hein, des statues, il suffit de se promener dans la campagne, ici même, et dans tous les pays. Moi, je suis allé en Vendée, en Bretagne, en Provence, ici. Dès que je suis à la campagne, il y a un calvaire, voilà. C'est ça la France. C'est notre paysage. Donc, d'ailleurs, c'est une expression, excusez-moi, que je ne sais pas si je l'ai notée. Bon, alors, je vais arrêter de vous lire des trucs, parce que sinon, ça va être fastidieux. Mais, je sais pas où on en est. Alors, on est dans les temps. Oui. Donc là, ce qui se dessine dans ce pays, c'est qu'il y a des forces. Il y a des forces qui sont assez lucides, qui aiment le pays encore, et ça c'est déjà une forme de lucidité. Vous avez vu d'ailleurs, il y a un acteur là récemment, du Jardin, là, qui a dit la patrie, la France c'est bien, j'aime ceux qui aiment la France. Bon, bah, c'est sympa, c'est des trucs, c'est un trou dans la raquette, on avait oublié, lui il n'a pas été customisé comme il faut, et donc il est encore il a cette liberté d'expression là, et bon, félicitons-le, et il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Et il y a ce groupe, moi je pense qu'il faut prêter beaucoup attention à ce que fait Zemmour. Alors le personnage a une personnalité qui peut être discutable, mais enfin, il a quand même fait un travail qu'on est obligé de reconnaître. D'ailleurs, moi j'ai l'intention de le contacter. Mais pour revenir... et puis, alors il y a autre chose, c'est cette révolte à laquelle nous assistons aujourd'hui, cette levée, peut-être, pour l'instant c'est une révolte en demi-teinte quand même, parce qu'il y a des gens qui descendent dans la rue, mais c'est pas toute la France qui descend dans la rue, c'est clair. Vous savez, on a vécu le Covid où on a fait peur à tout le monde. Ça a été une entreprise, vraiment c'est à partir de là que d'ailleurs, comment il s'appelle, le patron de Davos là, Schwab. Non, pas Soros. Bon, non, il a un rôle, t'en fais pas. Mais Schwab, The Great Reset qu'il a écrit là, c'est au moment du Covid, et c'est pour dire, en fait, c'est une expérience de servitude volontaire qui a été mise en place, et ça c'est ce que dit Michel Maffezoli, c'est une expérience de servitude volontaire qui a été mise en place et qui a fonctionné à merveille. À tel point que les gens continuaient à demander à être contraints, etc. Une majorité toujours, hein, bon, on a foutu la trouille aux gens et ça marche. Vous savez, vous connaissez cette fable de La Fontaine, un lièvre en son gîte songeait qu'il n'y a que faire en un gîte à moins que l'on ne songe, cet animal est triste et la crainte le ronge. C'est ça. Voilà ce qu'on avait fait les Français à ce moment-là, hein, des apeurés. Et puis, avant, il y a eu le phénomène des Gilets jaunes où on leur a tapé dessus à un point, la répression qu'ils ont subie a été d'une violence extraordinaire. Et pour finir le tout, les Black Blocs ont pourri le reste. Donc, ce qui fait que le mouvement est tombé. Mais là, les Black Blocs sont à l'œuvre encore, les CRS continuent à cogner, et malgré tout, pour l'instant, ça dure. J'aimerais bien savoir, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les campagnes vont réagir. Je sais que ça bouge un petit peu dans les campagnes et que ça va peut-être changer un petit peu la face des choses. Et puis, il y a d'autres, il y a tout le milieu médical et paramédical. Alors, que font les syndicats, comment ils se positionnent, etc. Les syndicats, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ils sont très fiers, mais c'est eux qui ont suivi le mouvement. Hein. Ils ont rattrapé, ils se sont refait un petit peu une virginité en étant à la tête d'une population qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Hein. Donc c'est... Bon, mais en même temps, peut-être que les syndicats sont capables d'encadrer un certain nombre de choses, je n'en sais rien, je ne leur fais pas trop confiance, mais on peut espérer qu'il y ait parmi eux des gens qui soient un peu plus intéressants, donc il ne faut pas non plus les négliger. Et puis si
s'il faut avoir je ne sais pas moi, un brassard CFTC ou pour pouvoir entrer dans les manifs, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est pas inintéressant. C'est une stratégie qu'il ne faut pas avoir peur de prendre. Hein, il faut vous inscrivez en masse sur un petit syndicat et comme ça vous avez la légitimité pour balancer vos slogans et emmener les gens là où vous voulez. Hein. Ça s'appelle un détournement de manif et on en a fait, moi à l'époque, et ça se passe très bien. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc voilà, la situation, on est au bord d'une explosion. Je ne pense pas qu'elle aura lieu maintenant. Je pense que... mais les gens vont se positionner de plus en plus, ça va être de plus en plus tranché, ça va être de plus en plus clair. Alors vous avez... et qu'on ne perde pas son temps, si vous voulez, pour chasser les antifas, par exemple. On s'en fout, eux, ils viennent vers nous spontanément, donc si on les rencontre... mais par contre, il faut viser le système, le démonter, le mettre en cause, s'en prendre aussi aux institutions, parce que les institutions sont complètement dégénérées, complètement à vide aujourd'hui, elles ne nous apportent plus rien. Et vous voyez par exemple, Macron a décidé de se débarrasser des grands corps d'État. Le corps préfectoral, supprimé. Le corps diplomatique, supprimé. Ça sert quel intérêt, ça? C'est toujours le même, celui que je vous parlais tout à l'heure. Il faut se mettre en conformité. Et puis, en même temps, ça permet de placer les copains. Si on n'a plus besoin de sortir du corps diplomatique pour être diplomate ou pour être ambassadeur, donc c'est quand même plus pratique. Hein. On a toujours un copain à remercier. Pareil pour le préfet, on peut nommer n'importe qui comme préfet. Mais en même temps, ça va plus loin. L'idée, c'est vous aviez parmi les préfets et parmi les diplomates des gens qui connaissaient leur métier, qui connaissaient la politique étrangère de la France depuis 20 ans, 30 ans, qui connaissaient l'histoire de leur pays, qui connaissaient l'histoire du pays dans lequel ils allaient, qui étaient des vrais professionnels. Et là, on va les remplacer par des mecs qui vont tenir des discours, qui vont apprendre la démocratie à tout le monde. En fait, leur but, c'est aller apprendre. On va apprendre la démocratie à tous ceux qui ne la connaissent pas et on va jouer les donneurs de leçons, ce qui fait qu'on passe pour des imbéciles, on est souvent très maltraités, très mal vus. Il fut un temps, quand on arrivait à l'ONU, quand vous aviez les Américains qui parlaient, et la grande salle de l'ONU, quand la France arrivait, tout le monde se taisait, on écoutait, parce qu'on savait qu'on n'avait pas le même discours. Alors que maintenant, les Américains parlent, puis ceux qui arrivent derrière, ils disent la même chose, donc de toute façon, les Français, pas comme les autres, on ne les écoute pas, on continue à regarder à jouer au solitaire ou je ne sais quoi. Donc voilà, on est dans un monde où la France a perdu de sa splendeur, sa position internationale. Alors je vais juste vous dire un mot, mais je ne vais pas être trop long, mais un petit mot sur la politique internationale de la France, parce que vous avez vu qu'on était en train de perdre aussi toutes nos places en Afrique. Hein, notamment, on n'est plus... les trois frontières, le Niger, le Mali, la Centrafrique, on s'est fait virer. Viré par qui? Par les gars de Wagner, en fait. Hein, qui sont derrière. Mais oui, mais Wagner, j'en ai parlé avec Lugan, c'était amusant. Bien sûr, c'est les Russes. Mais alors, c'est drôle parce que d'abord, les putschs qui ont lieu, à chaque fois, c'est des putschs organisés effectivement par les Russes et intelligemment. Ce qui fait qu'eux, ils reprennent. Nous, on avait la légitimité, on l'a plus parce que c'est des gens qui appellent après les Russes. Donc ça, c'est bien fait. Et nous, on n'a rien vu. Alors que, excusez-moi, mais la France-Afrique, on maîtrisait tout avant. On nous reprochait assez. Alors maintenant, on ne maîtrise plus rien. Mais c'est les autres qui vont maîtriser à notre place. On a gagné, c'est vachement intelligent comme politique. Qu'est-ce qui se passe? Et Lugan me disait, mais Wagner, les Africains les aiment. Pourtant, les Russes, c'est pas forcément des marrants, hein, surtout quand ils sont bourrés. Mais ils s'installent là, mais eux, c'est des hommes comme nous. Il n'y a pas de transsexuel, il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas toutes les dégénérescences de l'Occident qu'on veut nous imposer. C'est Lugan qui me dit ça. Il a été quand même expert au tribunal pénal international. C'est quand même quelqu'un qui connaît la question. Et l'Afrique, c'est vraiment son truc. Et donc, ils ne veulent pas de l'Occident. Tous ceux qui ont un tout petit peu de tradition, même culturelle différente des nôtres, mais quand même un peu enracinée, ils se disent, qu'est-ce que c'est que cet Occident
dégénéré qui veut imposer, nous faire la loi et nous expliquer comment on doit faire la démocratie, comment on doit... Ils préfèrent les Russes qui sont carrés, qui eux, ils viennent chercher, ponctionner ce qu'il y a dans le sol, leur filer 3 billets au passage, payer les oligarques qu'ils ont mis en place, et puis ils continuent leur job, et ils sont accueillis comme des sauveurs par les Africains, alors que tous ces gens-là, et ceux qui ont été dans la colo, etc., savent que ces Africains adoraient la France. Mais voilà, la France, ils ne reconnaissent plus la France. La France n'est pas celle qu'ils ont connue, que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont connue. C'est encore un signe de l'affaissement de notre pays, de son influence dans le monde, et y compris dans le tiers-monde. Donc on perd des positions. Excusez-moi, mais c'est voulu, c'est pas accidentel, c'est pas seulement de l'incompétence. Il y a aussi une volonté politique de faire disparaître notre pays. Et actuellement, le sursaut qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, et ça chauffe un petit peu pour le gouvernement, c'est parce que les gens ne veulent pas disparaître. Si on fait disparaître la France, il ne restera que les spécialistes des aéroports, hein, c'est les oligarques, qui eux, de toute façon, n'ont pas de racines, n'ont rien, ils sont anglophones, etc. Et ils font leurs affaires. Mais la France, qui est enracinée, qui a du patrimoine, qui a encore des familles qui essayent de tenir debout, celle-là, elle n'intéresse pas ces gens-là. Et donc, comme je vous le disais en introduction, c'est la France qui gêne Macron, c'est la France qui gêne les oligarques, c'est la France dont ils ne veulent pas, celle dont Bernard-Henri Lévy disait déjà en son temps la France des bérets et des bignoux. On se souvient, ça nous a tous choqués à ce moment-là. Hein. Et bien voilà, la France rance, etc. Voilà. Donc il y a une espèce de collusion entre une gauche bobo et une droite financière. Mais je ne sais plus si c'est la gauche financière ou la droite bobo, parce que c'est à peu près la même chose. Et tous ces gens-là, ils sont ensemble sur le même registre de pensée, et jamais ils ne pourront imaginer descendre et voir. Et là, ce qui se passe, ça les gêne un petit peu, parce que quand même, il y a des préfectures qui se font attaquer, des trucs comme ça, etc. Ça chauffe pas mal. Et très franchement, et je vais dire ça pour conclure, très franchement, j'aimerais bien que ça pète un peu plus. Voilà, avant de prendre un verre, et puis on a le temps quand même, on peut prendre le temps de répondre à des questions. Est-ce que, notamment ceux qui viennent pour la première fois, allez-y, réagissez, quoi. Dites si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou voilà, dites-le, quoi. Bon, non, moi, c'est à peu près tout ce que je pensais déjà avant de connaître l'AF. Donc c'est bien, c'est parfait. Je suis au bon endroit. Bravo. Non, et moi pareil. Pareil. Bon, on ne sait plus trop ce qui reste de la France qu'on a aimé, quoi. C'est ça qui est triste, mais sauf un événement formidable, on ne voit pas que ça change tellement, mais on sait ça pas, ne peut que changer. Occasion. Moi, je crois quand même ce qui se passe aujourd'hui montre que ça ne se passe pas sans accroc, leur plan. Le plan de ceux qui veulent détruire la France ne se passe pas sans accroc. Et peut-être qu'ils n'ont pas pensé que la réaction serait... Vous savez, le phénomène Trump, le phénomène... partout, en Italie, etc., il va y avoir des réactions, et des réactions populaires. Et ces gens-là, ils ont imaginé que le peuple était complètement anéanti grâce aux expériences dont je vous ai parlé, là, qu'ils ont faites, le Great Reset, quand on avait enfermé tout le monde pour le Covid, etc. Et puis finalement, ça bouge quand même. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord, hein, moi aussi, hein, j'avoue qu'il y a des fois, quand j'entends les informations, il y a de quoi se mobiliser, et surtout s'énerver, et puis surtout désespérer. Mais le désespoir en politique est une sottise absolue. Y aurait-il des Maurassiens dans cette salle?
Non, non, vas-y. Si je peux me permettre, il faut peut-être aussi un peu se méfier de certaines choses, parce que je ne sais pas, si vous dites ça sans accroc, c'est une chose, mais ça m'a beaucoup marqué, choqué, le discours de Macron. Pourquoi il a mis de lui sur le fait qu'il faut être beaucoup plus diplomate, beaucoup plus rusé, beaucoup plus... pourquoi, peut-être, il cherche peut-être aussi l'insurrection, donc je ne sais pas. Il faut vraiment regarder, parce que parfois là on fait un appel de bonnes intentions, il faut vraiment faire attention au métier. Alors, pour répondre sur Macron, moi, alors, le discours de Macron, quand même, il ne nous a pas surpris. Ben, franchement, il ne nous a pas surpris. Dans mes bottes, faites ce que vous voulez, c'est quand même bizarre. Mais il avait dit qu'on vienne le chercher à l'époque des Gilets jaunes, etc. Et puis il a eu la trouille quand même à ce moment-là. Mais il s'est bien planqué. Et puis pour ça, non, mais je crois que il y a eu, vous savez, c'est le problème, personne ne dit le roi est nu. C'est-à-dire qu'il est entouré par ses conseillers qui sont remontés à bloc, qui pensent que voilà, ça a passé. Quand ils ont dit que ça allait passer sans le 49.3, puis finalement c'est passé avec le 49.3. Quand ils ont annoncé que c'était gagné, que c'était sûr que c'était inéluctable, qu'on ne pourrait pas revenir en arrière, ben, ça n'a fait qu'il y a une espèce de certitude. Moi, ma femme me raconte que quand elle travaillait à Saint-Cloud, il y avait c'était Fourcade, le maire avec lequel elle travaillait, qui était l'ancien ministre des Finances. Et cet abruti disait à ma femme, vous savez, elle s'inquiétait de la désindustrialisation qui était le projet du gouvernement à cette époque-là, déjà, parce que ça remonte à loin, hein, c'est pas Macron qui était aux commandes à ce moment-là. Et pour la désindustrialisation de la France, donc Blandine lui dit, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, mais madame, l'avenir c'est les services. Autrement dit, ils étaient dans la mondialisation, etc. Ils étaient sûrs d'eux. Donc ils s'illusionnent, ces gens-là. Ils sont aussi dans leur propre monde, dans leur propre certitude. Et moi, je parie sur cette espèce d'aveuglement qui est... totalement possible. Je suis enfin, humblement, je ne sais pas, mais effectivement, ça, c'est une hypothèse possible. Mais le problème, c'est qu'on est encore dans une vision autocentrée, franco-française. C'est très important, peut-être que ces gens-là sont influencés, regardons là, à un moment donné, oui, c'est quoi ce cabinet, la McKinsey non, mais il y a eu voilà. Peut-être qu'il y a des téléguidages qui viennent, peut-être justement ces langes sont aveuglés. Je retiens ma bête. Oui, peut-être, non, mais... je ne sais pas, c'est ça. Non, mais pour revenir et faire suite à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, je crois qu'il faut renverser la peur. Ils ont voulu nous faire peur, ils ont voulu nous terroriser, il faut renverser la peur. Souvenez-vous qu'au moment des Gilets jaunes, ils ont quand même eu très peur, à plusieurs reprises, et il y avait quand même un hélicoptère qui attendait d'évacuer Macron. Il a eu les chocottes. Il faut lui faire peur, il faut lui filer la chiasse, il faut qu'il ait l'accord de sa vie. Hein? Souvenez-vous que même De Gaulle, pourtant, De Gaulle n'a pas que des qualités, mais il a quand même été un grand homme. Eh bien, il a eu peur, il est parti en Allemagne. Hein? Il faut leur faire peur. Oui, Alexandre, ça fait un moment que tu demandes à parler. Oui, merci. Une question, alors tout d'abord merci pour votre intervention. Donc une question sur on va dire une menace qui n'a pas forcément été identifiée, qui concerne le risque de démembrement de la France. C'est-à-dire que là, il faut quand même garder en tête qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un référendum d'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie. Mayotte va probablement quitter la France parce qu'il y aura probablement, du fait de la région comorienne démographique, il va y avoir démographiquement une majorité comorienne à Mayotte qui va finir par demander le rattachement aux Comores. La Martinique, il n'y a pas longtemps. Ça m'étonnerait ça, hein, pour les Comores. Ceux qui viennent là, ils veulent bénéficier des avantages français. Ils ne veulent pas se couper de la France. La Martinique a adopté il y a peu de temps le drapeau indépendantiste, enfin inspiré du drapeau indépendantiste. Et puis même en France, c'est-à-dire que la Corse, actuellement, il y a une majorité, non pas indépendantiste, mais autonomiste. Mais à mesure que, excusez-moi l'expression, mais que la France se créolise, peut-être que les mouvements régionalistes, oui, je dis ça pour l'amuser, à mesure que la France en fait change démographiquement, il est possible qu'il y ait de plus en plus de mouvements régionalistes, voire indépendantistes qui se développent, en Bretagne. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc la question que je pose, c'est comment, en fait, l'AF, quelle réponse apporter face à cette c'est une question à l'AF. Alors, l'AF, je vais te résumer, c'est 3000 adhérents, dont 1000 de moins de 30 ans. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais c'est ça, c'est une petite force. Mais c'est une petite force qu'il faut donc utiliser de manière ciblée sur des objectifs très très précis.
mettre le paquet sur certains objectifs, mais on ne peut pas tout faire. On peut bien sûr continuer à contester le système dans toute sa grandeur, mais il faut savoir s'organiser par les ciblages. Alors, la question que tu poses par rapport au démantèlement, d'abord, on n'y est pas encore, quand même. C'est vrai que ces tendances existent, ça fait longtemps que ça... tu sais, la Nouvelle-Calédonie, ça fait longtemps, hein, que depuis UVA, où le GIGN est intervenu, etc., on n'a pas arrêté de leur faire des concessions, et à chaque fois qu'il faut un référendum, ils veulent rester français. Donc, et malgré le fait que, si toi, par exemple, tu t'installes en Nouvelle-Calédonie, tu n'as pas le droit de vote, tu vois, donc les Blancs qui arrivent en n'ont pas le droit de vote, c'est uniquement... C'est les cas, ce qu'on appelle les caldoches, ceux qui sont là depuis longtemps. Tout a été fait pour leur filer l'indépendance, ce qui est d'ailleurs, sur le plan de la politique, je vais dire géostratégique, c'est une aberration, c'est la seule place qu'on a dans le Pacifique qui peut nous permettre de nous imposer dans cette région-là. D'ailleurs, les Américains ont été très embêtés quand même. Pourquoi l'histoire des sous-marins qu'on a perdus avec les Australiens? Il y a différentes raisons qui sont liées à la politique intérieure de l'Australie, etc. Mais il y a aussi une raison, c'est que les Anglo-Saxons disaient la France n'est pas sûre dans cette région-là, parce que si ça passe aux Kanaks, c'est les Kanaks qui prennent le pouvoir, c'est les Chinois qui vont s'installer là. Et donc, eux, géostratégiquement, ils n'ont pas confiance en la France, donc ils ont dit les sous-marins, l'affaire des sous-marins, c'est aussi lié à ça. Peu de confiance, peu de crédit qu'on avait, parce qu'on était à tête tergiversée à vouloir sans arrêt remettre le paquet, leur refiler l'indépendance, et à chaque fois, les votes étaient quand même... Il y a même des Kanaks qui ont voté pour le maintien de la France. Donc, c'est vrai que toutes ces réalités existent, mais elles ne sont pas si... elles ne constituent pas le danger ultime. Le vrai danger, me semble-t-il, mais qui va dans le sens, c'est qu'effectivement, l'idée aussi, c'est d'éclater la France, même avec la régionalisation. Là, ce qu'ils ont fait, la France, on a créé des grandes métropoles dans tous les pays, dans toutes les régions, pour créer des places. D'ailleurs, c'est la gauche qui a récupéré tout, hein, que ce soit ici, que ce soit Bordeaux, que ce soit Paris, Lyon, bon, c'est la gauche qui est là. Et essentiellement, tous ceux qui sont adeptes de cette culture un petit peu dégénérée que nous apportent les Américains et sur laquelle ils s'appuient pour essayer de dissoudre la réalité française. Parce que, et le problème, c'est que, comme Christophe Guillouis le dit, ben voilà, ça fait des espèces de temples du wokisme, temple de la boboisation de la société, mais ça reste très très fermé. Dès qu'on va un peu dans la campagne, comme à l'époque de la chouannerie, dès qu'on va un peu dans la campagne, eh ben les gens, le pays réel, lui, n'est pas dans cette logique-là, il ne comprend pas ce qu'on lui impose. Donc, bien entendu, que ça c'est un vrai problème, et ça va, on est en train de créer des espèces de féodalité, ils appellent ça des métropoles, c'est pas mal, hein, on appelle ça des métropoles, où on interdit à tous les petits maires locaux, puisqu'ils sont intégrés dans la métropole. Moi, je me rappelle d'un maire qui me disait, moi avant, quand il y avait des trous à boucher dans une rue, j'envoyais les ouvriers boucher les trous. Là maintenant, il faut se mettre sur une liste d'attente. Il faut demander à la métropole, puisque l'économie d'échelle. Économie d'échelle. Et on attend. Alors évidemment, c'est d'abord la ville de la métropole qui bénéficie de tous les avantages que cette collectivisation apporte. Mais en fait, et puis c'est les petites communes des alentours, ils attendent leur tour. Alors du coup, la population s'énerve, les maires sont plus en sécurité, ils ne veulent plus être maires, donc on n'arrive plus à recruter les maires aujourd'hui pour toutes les communes parce qu'il y a ce problème-là. Donc il y a une espèce de dévitalisation de la France dans cette France périphérique, au profit d'élites qui étaient déterminées par... Mais pour compléter ce que dit Olivier, il faut voir que les générations qui nous ont précédés, c'est-à-dire la mienne et celle de Michel aussi, on a quand même beaucoup travaillé sur l'aménagement du territoire et on a quand même des propositions très concrètes qui réussissent aujourd'hui. Je pense que si la Vendée, par exemple, est une région de PME très solidaire, avec très peu de main-d'œuvre étrangère. Oui, mais c'est parce qu'il y a toute une philosophie, et il y a donc des zones à défendre, des îlots de résistance
qu'on peut organiser et sur lesquels on peut s'appuyer pour reconquérir et puis démontrer que notre fédération royale de la France, elle est concrète, elle est possible, elle peut s'incarner, elle n'est pas simplement dans des idées, dans des... Oui, c'est vrai. Et on n'a pas un modèle unique pour toute la France. Je crois que c'est aussi... Il faut réinventer. Si on avait un gars comme Philippe de Villiers, président du conseil régional partout, c'est vrai que ça a changé les choses. Mais il a fait contre vents et marées. Hein. Pour imposer ça, on ne lui a pas facilité la tâche. Et même, il a bénéficié quand même, il a réussi à bénéficier des moyens européens, des fonds sociaux européens, pour certaines de ses œuvres, parce qu'après tout, il disait, nous, on cotise tous à l'Europe, il dit I want my money back. Hein, il a repris la phrase de Thatcher, il a dit hop, et il dit moi j'investis, et il a créé il avait une cellule, et la Vendée avait, pour reprendre l'exemple, hein, ils avaient acheté des bureaux juste à Bruxelles et à Strasbourg, et ils faisaient du lobbying vendéen, mais c'était les meilleurs. Ils étaient en permanence, alors que vous savez ce qu'ils pensent de l'Union européenne. Mais tout ça, c'est plus une illustration pour expliquer qu'on peut entrer en résistance, et on l'a montré au moment du Covid, on l'a montré au moment des Gilets jaunes, on peut être en relation avec tous les mouvements de résistance qui, dans la région, à Grenoble, existent, on peut être aussi avec les patriotes, avec Debout la France, avec tous ceux qui se battent, on peut être le ferment de résistance. Donc il ne faut pas... Bien sûr, la France est en danger, la France peut mourir, hein, la France peut... Mais ce qui est à craindre, c'est l'anesthésie, c'est la mort lente, c'est le fait que les gens deviennent indifférents. Mais tant que, effectivement, ça bouge, tant que ça résiste, tant que ça se révolte, tant que ça gueule, il y a encore de l'espoir. C'est si on était amorphe et qu'on était consentant à toute... moi, par exemple, j'avais soumis l'idée à Olivier que nous réclamions que les Jeux Olympiques à Paris n'aient pas lieu, que ça soit retardé d'1 an, parce qu'on ne fait pas des Jeux Olympiques, hein, au temps des Grecs c'était déjà la règle, on ne fait pas des Jeux Olympiques en période de guerre. Or, tout le monde peut constater qu'on n'est pas en paix. Quelle guerre? Aujourd'hui, on n'est pas en paix, on est en guerre. L'OTAN est en guerre contre la Russie. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ça va être le moment des élections en Russie, des élections aux USA, etc. Enfin, Le risque, c'est que ce soit ailleurs. donc, en tout cas, ça sera la guerre partout. Non, mais le risque, c'est qu'ils annulent la Coupe du Monde de rugby. Non, mais tout ça pour dire que des événements comme la visite en France de Charles III d'Angleterre la semaine prochaine, elle a été annulée. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et si on peut ou annuler ou reporter les Jeux Olympiques, et ben ça sera profitable à tous. Alors même si je me fais un peu incendier quand je dis ça. Non. Je reviens sur la réponse de Fourcade à Blandine, qui disait « L'avenir, c'est les services ». Bon, pénurie de bureaux de poste, pénurie de profs, pénurie de médecins, et j'en passe. Voilà, bravo. Oui, tout à fait. Il a Oui, bien oui, je suis inscrit depuis peu sur Twitter et j'ai remarqué que, en fait, les théories wokistes sont très minoritaires. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui met son site, et puis il n'a que des réponses négatives. Il a 90% de réponses négatives. Et 10%. C'est pareil, par exemple, il n'est pas BHL, il prend un truc sur la guerre en Ukraine. Et il a 90% d'opposants. Bon, de temps en temps, malheureusement, il y a quand même un tweet antisémite, mais ça reste minoritaire quand même dans le... En fait, ces gens sont minoritaires partout. Bien sûr, mais dans le peuple. Oui, mais par contre, il y a tout un monde... C'est le propre du pays illégal. Voilà. Oui, le peuple illégal, c'est ça. Il y a tout un monde qui est habité par ça et qui croit que c'est la... Oui, mais ils ne sont pas minoritaires à 55%. Non, mais je sais bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas en contact avec cette réalité-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, monsieur, que je ne suis pas certain, et c'est souvent ça, hein, quand il y a ce genre de crise, ils s'encouragent entre eux et ils n'ont pas un regard lucide sur la réalité. Ils ne se rendent pas compte que ça risque... Et à un moment donné, ils vont paniquer, c'est sûr, ils risquent de paniquer si ça continue. Mais Zemmour a fait un truc, par exemple, chez à Reconquête, ils ont fait un truc extraordinaire, c'est
vigilance. Les parents vigilants. Parents-vigilance. Ça Oui, cartonne. Oui, oui. Ça cartonne, parce que les gens, ils attendaient que ça. Et là, ils sont arrivés sur une autoroute. Dès qu'il y a des parents qui mettent en place le truc, hop, tout de suite, les gens se regroupent. Il y a une espèce de... Les gens sont conscients qu'on est en train de manipuler leurs enfants. Donc, pardon ? Tout à fait. Oui, vous avez... Bon, j'ai peut-être parmi vous qui sont dans ce genre de... Et ça, c'est des choses intelligentes, parce que ça fédère les énergies, et surtout, ça redonne confiance aux gens. On peut se battre, comme disait tout à l'heure Henri, on peut se battre, il y a des terrains sur lesquels on n'est pas seul. Voilà, c'est ça. Apprenons. Eux, ils croient qu'ils sont tout, alors qu'ils sont rien, et nous, on croit qu'on est seul, alors qu'on est nombreux. Et lorsque vous voyez aux États-Unis tous les procès qui sont gagnés par les victimes de la politique sanitaire des différents États, puisqu'elle n'était pas menée au niveau de la... Oui, par rapport au vaccin. Mais au niveau de chaque État, il y a vraiment des procès qui sont gagnés. Donc aujourd'hui, il faut redresser la tête. Tous ceux qui ont été des soignants, qui ont été suspendus, chassés, eh ben, ils sont en train de gagner. Il n'y a qu'en France où il y a encore une certaine résistance, mais même la Grèce a dû céder, a dû réintégrer le personnel soignant et a dû l'indemniser pour tous les préjudices subis. Donc on peut gagner, je dis, il ne faut pas baisser les bras, on peut gagner, et je pense qu'ils ont peur effectivement que la France surtout réagisse. Parce qu'il n'y a plus de parti de gauche. On est d'accord, les partis de gauche n'existent plus. Vous avez une espèce de ventre-mou centriste gauche qui est celui du gouvernement, et qui est à mon avis, qui se réduit aussi un petit peu comme peau de chagrin. Surtout parce que, en plus, c'est pas des gens courageux en général, donc quand ils voient que ça tourne au vinaigre, ils étaient allés là parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être confortablement installés, et puis finalement, c'est pas si confortable que ça. Ils ont une majorité très relative au Parlement, ils se font chahuter par l'extrême gauche, qui elle existe réellement, et par l'extrême, excusez-moi, mais par la droite lepéniste, et du coup ils sont là même ils sont un peu perdus. D'ailleurs, il y a des éléments, il y en a qui lâchent un petit peu l'affaire. Hein. Donc ils ne sont pas dans une situation très confortable. Et là, je crois que Jupiter, il fait du jupiterisme. Là. Il veut brandir sa dernière, c'est presque désespéré. Et son discours agressif, c'est le discours de quelqu'un qui est traqué. Qui est pas... Alors, mais peut-être qu'il compte sur le fait que ça va créer une... Et après, la France sage va se ranger derrière lui pour c'est ce qu'on a pu penser. Hein. Ce que vous dites, ça n'est pas antinomique. Non, non. C'est tout à fait possible qu'il soit traqué, tout ce que vous voulez dire. Mais regardez l'Afrique, là, le Rwanda. La France s'est fait complètement berner par les Américains. Bien sûr, mais pas seulement Donc, ils ont... voilà, donc, si vous voulez... Eh ben, sur le je ne connais Rwanda... pas bien le dossier, mais a priori, bon... voilà. Devant tel pays, on a gagné quand même. Hein. Comment? On a gagné quand même plusieurs procès contre le... Justement, Lugan et le colonel Hogard, que je connais très bien, étaient des témoins pendant le procès du tribunal pénal international. La France, elle n'a pas été... On a été... Par contre, le monde croit que c'est la France qui a massacré pratiquement... il faut faire preuve de créativité, j'ai l'impression. Oui, le journal. Je veux dire, le génie français dit quand même. Exactement. Il faut quand même... Parce que je veux dire, ils ont une armada, les Américains, ils ont su avant nous que le premier Poutine allait faire pas mal de choses. Ils ont une armada et une puissance financière qu'il n'y a que la créativité et l'artisanat qui peuvent... Oui, mais écoutez ce que dit... Henri. Écoutez ce que dit Boualem Sansal à Alger. Il vit à Alger et il adore la France, il aime la France, mais il est algérien. Il ne conteste pas, il est algérien. Et il nous dit à nous Français, mais soyez Français, soyez vous-même. C'est comme ça que vous allez rendre service au reste du monde. Soyez Français. Arrêtez la repentance, arrêtez de... C'est comme Sonia Mabrouk, qui est tunisienne, elle dit soyez catholique. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais elle a compris quelque chose. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, et notamment aux USA, elle a compris que la France... Ils sont conscients que la France risque de disparaître. Si les Français baissent les bras. Oui, bien sûr. C'est l'intérêt de la Tunisie que la France... C'est Sonia Mabrouk. Elle a bien compris qu'il y avait un lien profond et existentiel entre la France et la catholicité. Ah, ouais. Et ça, et elle a dit, Français, elle a dit, si vous êtes Français, soyez catholiques. Enfin, pas forcément soyez catholiques, mais au moins soutenez l'Église. Vous avez besoin de l'Église. Et pas celle qui était... Alors, celle d'Allemagne, ouais. Non, je fais une parenthèse sur l'Église. C'est le gros problème avec l'Église, et d'ailleurs, c'est un vieux combat que Maurras avait mené contre le Sillon
c'était contre les modernistes, parce qu'à une fut un temps, quand même, l'Action française c'était un mouvement non confessionnel, il était en tête pour le combat contre le modernisme dans l'Église, quand même. Rappelez-vous, hein, Marc Sangnier, etc. Donc, on est... Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, certainement, on a été... on a eu la condamnation de Rome. Donc, le fait est que... qu'est-ce que je voulais dire du propos de oui, que donc cette Église, non seulement là, on a comme rôle de sauver la France, on a aussi le rôle de sauver l'Église. Parce que l'Église, il y a un travail à faire. Et cette France que nous voulons sauver, si elle tombe, si elle s'appuie sur un bras mou qui s'écroule comme l'Église telle qu'elle wokiste, qui adopte tous les défauts de la société moderne, de la société laïque, est évident que là, ça nous pose un vrai problème. Donc on a, c'est marrant parce que vous aviez des types comme Maurras ou Bainville qui n'étaient pas du tout catholiques, enfin qui étaient agnostiques, qui disaient il ne faut pas laisser l'Église se casser la gueule, il faut faire quelque chose. Et donc je dis aujourd'hui, on est obligé de le faire aussi. Ça, c'est important. Oui, mais ce pape, malheureusement, est très moderniste. Ah, moi je ne parle pas du pape, hein. Sinon je perds la place. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées? Vas-y. Moi, en fait, ce serait pour une remarque par rapport au caractère non décadent de la Russie. Je pense qu'il faut quand même relativiser parce que c'est un pays où il y a énormément d'avortements, de divorces, une épidémie de sida massive, de corruption, de drogue, voilà, pour relativiser. Incontestablement. Alors les gens, on n'idéalise pas. Ce qu'il faut voir, moi je me suis intéressé, et on aura cette... Vous aurez une réunion sur la Russie bientôt. On aura une réunion sur la... Mais ce qu'il faut voir, c'est la tendance. C'est vrai qu'il faut voir d'où ils viennent et où ils vont. Par exemple, leur courbe de natalité se redresse. Mais c'est vrai qu'il faudra du temps. Et c'est que dans 10 ans, 15 ans, que on verra les effets. Mais c'est pas gagné. On ne peut pas présumer que 70 ans de communisme ont laissé intact la chrétienté. Et quelques décennies de cynisme. C'est-à-dire où ils ont tout vendu, ils ont créé les sex shops, ils ont accepté le modèle américain. Puis après, ben, on revient en arrière. Puis il y a des oligarques qui gagnent du fric dans les trucs de voyous. Quoi. Donc, qui font il y a des casinos, il y a des trucs comme ça, etc. Donc ces gens-là, petit à petit, il y a un travail à faire. Mais je suis d'accord, il ne faut pas idéaliser. Moi, tous les amis que j'ai eus qui sont allés en Russie quand même, en ce moment avec la guerre contre les Américains, parce que c'est une guerre, en fait, les Ukrainiens c'est le terrain sur lequel ça se passe et c'est eux les victimes. C'est-à-dire que les Américains auront le courage de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, il y a une espèce de renouvellement du patriotisme russe qui était déjà qui a été bien mis en place par Poutine, mais je suis d'accord avec tous nos camarades, on est dans le temps long. Là. Mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que chez nous. Oui, c'est déjà. C'est sûr. Mais je sais pas qu'il fait chaud. Oui, et il avait une autre question. Tu avais autre chose à dire? Olivier. Oui, c'était par rapport... Pardon? Oui, Vas-y. Oui, par rapport à la question du séparatisme. Oui. Je ne sais plus qui disait ça, mais il était question du fait que, dans la mesure où le grand remplacement a tendance à progresser massivement en France continentale, il pourrait y avoir certaines régions, comme la Bretagne ou la Corse, qui pourraient être tentées par la séparation. Et je voulais quand même souligner que dans le cas de la Corse, peu de gens le savent, mais le niveau de grand remplacement est assez haut quand même. Oui, mais enfin, il y a quand même de la résistance. Il y a des Corses. Oui, mais... il y a de la résistance. Je suis d'accord, non, mais il ne faut pas ignorer ça, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Mais ce que disait Alexandre, mais il ne faut pas l'ignorer, je suis absolument de cet avis-là. Je dis seulement que dans l'échelle des trucs qui nous tombent sur la figure, c'est pas le tout en haut. Quoi. Mais c'est vrai, c'est important. Michel, tu voulais... Oui, donc... Si on se met à la place du régime Macron, ils vont jouer l'ordre contre la Chandie. Comme ça paraît normal. Et il faut que nous, on évite notre réflexe un peu conservateur, dans lequel on va dire oui, il y a des ordres relatifs. Bref, faire du désordre contre le désordre établi, c'est souvent quelque chose qui est un ordre profond que nous défendons. Donc, oui, il faut savoir à un moment donné s'arrêter, mais il faut savoir aussi, à un moment donné, porter
les stockades. Mais je suis d'accord, je n'ai rien à ajouter à ce que tu dis. Et malgré tout, il y a beaucoup de, pas de Zemmour et compagnie, ils partaient sur une perspective électorale de faire un gros mouvement conservateur. Dans l'état actuel des choses, je ne suis pas certain que... C'est sûr que les conservateurs d'aujourd'hui, ils veulent conserver des choses qu'on n'aurait pas voulu que ça arrive. Ils veulent tout conserver. Le problème, c'est que le conservatisme en soi, c'est un mot qui commence mal, disait le duc d'Orléans, conservateur. Donc on est plutôt des réactionnaires plutôt que des conservateurs, et on se positionne, on va faire le tri. Hein. On ne va pas tout conserver, évidemment, si jamais on fait bouger les choses. Et donc, il y a tout. Donc nous avons été, mais historiquement, je suis un vieux, après-guerre, en 40, nous avons été amenés à collaborer avec les libéraux par peur d'un parti communiste qui est très puissant, intellectuellement et à tous les niveaux, et qui était dirigé par une puissance étrangère, l'URSS. Donc le danger était évident et on s'allie avec qui on peut dans ces cas-là. C'était compréhensible, bien sûr. Or, maintenant, c'est plus le cas. Il y a bien sûr une gauche qui nous agace, mais elle n'a plus derrière elle. Pour relativiser ton propos sur Zemmour, je crois que son choix, c'est pas tant de choisir les conservateurs, c'est de choisir pour lui, dans les familles, et en catho, bourgeois, etc., il y avait pas mal de gens qui étaient plutôt réactionnaires en réalité, mais qui ne sentaient pas aller au Rassemblement national pour les raisons qui les regardent. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est mal. Et donc, ce qu'il n'a pas réussi, ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi, lui, il a fait... Alors c'est vrai que le Front National est beaucoup plus populaire, il touche plus le peuple qu'il faut apprendre ouvrier, etc. Mais lui, il a réussi à embarquer une partie d'une petite bourgeoisie, d'une moyenne bourgeoisie, qui est plus conservatrice dans les principes. L'ouest de la France et l'ouest de Paris, qui était inaccessible au Rassemblement national, ils ont conquis des voix. Oui, c'est ça. Mais tu as raison, la politique électorale, c'est pas la même chose que la politique insurrectionnelle. Et puis il y a une autre réalité qui est locale, c'est que nos amis, nous étions donc quelques-uns, il y avait Gérard, il y avait Yves, Thierry et moi, nous étions donc une petite délégation à être allés à un rassemblement unitaire pour la paix samedi dernier à l'hôtel de ville de Grenoble, et donc j'ai pris la parole pour l'Action française, mais il y avait donc là un échantillon des patriotes. Les patriotes, c'est un autre public, c'est pas tout à fait le même public que Reconquête, et on se complète bien. Bien sûr. Hein, c'est des gens qui sont plus proches des Gilets jaunes. D'ailleurs, souviens-toi, lorsqu'on était dans les manifs des Gilets jaunes, il y avait des patriotes qui étaient très présents. Hein, et c'est grâce aux patriotes, donc à Florent Philippot, etc., que le drapeau français a continué de flotter dans les manifs. Et donc, donc il faut pas, il faut élargir le spectre. La France a changé, et là, moi, je remercie ceux qui, comme Étienne, sont plus actifs que je ne le suis sur les réseaux sociaux, mais il faut, ceux qui le peuvent, être présents. Et voilà, moi, c'est pas un domaine qui me plaît, qui me convient, mais voilà, je crois qu'il faut être dans la rue, il faut être sur les réseaux sociaux, et puis il faut être dans la vie de tous les jours. Il y a une autre chose aussi que je veux montrer, c'est la capacité qu'ont les communautés en monde rural, ou même dans le monde, enfin, en dehors de la métropole, mais dès qu'on s'éloigne un peu de Grenoble, c'est cette capacité quand même à des jeunes foyers d'aller s'installer, comme toi tu l'as fait à côté de chez toi, à aller s'installer, à sortir un peu de la périphérie, et à aller s'installer un peu à la campagne pour essayer de demeurer, c'est-à-dire d'habiter un endroit et d'y plonger ses racines. Et c'est ça aussi dont la France a besoin pour que la France puisse durer, c'est qu'il y ait des gens qui l'aiment à nouveau, qui l'aiment et qui s'enracinent dans la France, qui construisent des maisons, qui construisent des familles. C'est une problématique qui est majeure. Je crois que le plus grave, ça serait si les hommes n'étaient plus des hommes, c'est-à-dire ne soient plus virils et des hommes et des pères, que les femmes ne soient plus des femmes, et que par conséquent, il n'y ait plus de famille, et de famille qui demeure, qui ait envie de rester et de demeurer. Voilà. Donc moi, le mot que je retiens, c'est celui de l'ami, c'est plutôt le mot demeurer. Il faut demeurer français.
Demeurer, ça veut dire vivre en France. Alors vous avez ceux qui suivent le pari bénédictin, qui est de reconstruire des communautés. Mais pourquoi pas? Nous avions au camp Maxime cet été quelqu'un qui vit à la Bénisson-Dieu, qui est une petite communauté spirituelle, mais qui vit, où les familles vivent ensemble. Je crois qu'il faut créer des îlots de résistance, des zones à défendre, où il fasse bon vivre, où on soit solidaires les uns des autres, et où on puisse résister. Alors ça peut aller jusqu'à faire l'école pour nos enfants, ça peut aller jusqu'à prendre le pouvoir dans notre vie de tous les jours. Hein, ça peut passer par ça. Il faut surtout faire des enfants, parce que le problème de la retraite... Tout à fait, exactement. Hein, c'est le résultat... Exactement, Elisabeth. Bien sûr. Je crois et là, moi, je vois que dans toute cette jeunesse un petit peu à sensibilité écono, ben, il y en a quand même qui reviennent à des valeurs sûres. Par exemple, dans ces milieux qui viennent de la gauche, vous avez des jeunes qui défendent la procréation naturelle, qui se rendent compte que la camisole chimique de la contraception, ben, ce n'est pas la solution. Quand on est un vrai écolo, ben, on n'est pas forcément pour la camisole chimique et pour la contraception. On peut aussi être pour des méthodes qui soient plus naturelles. C'est pour lui les lumières. En plus, voilà. C'est le problème. Donc, non, mais ça veut dire qu'il faut sortir de nos milieux, il faut sortir de ce qu'on est habitué à partager et aller vers des gens qui peuvent nous rejoindre, avec lesquels on peut faire alliance. Et voilà. Donc le problème des retraites, en effet, et on n'en parle jamais, c'est quand même incroyable. C'est un problème démographique. Il y a à peu près une quinzaine d'années, vous aviez pour un retraitant 4 cotisants. Voilà, donc maintenant il y a un cotisant pour un retraitant. Dès qu'un cotisant devant un vieux, il n'a qu'une envie, c'est de lui tendre le cou. Mais Sandrine Rousseau, elle a dit laisser les utérus. Comment ils n'ont pas compris ça. On ne traite jamais les causes, on traite toujours les conséquences. C'est pareil pour l'IVG, c'est pareil... Voilà. Mais je suis, comme vous le savez tous, j'ai toujours été dans les richesses humaines, dans les ressources humaines, et je suis en train d'écrire un petit travail sur, justement, la place des ressources humaines, notamment dans les choix des grands, et notamment Poutine. Vous ne pouvez pas comprendre tous les choix que fait Poutine si vous ne comprenez pas son obsession. Son obsession, c'est de ménager la vie humaine, contrairement à tous les mensonges qu'on raconte sur lui. Sa seule préoccupation, c'est de ménager la ressource humaine. C'est là que ça va se passer. Et je ne sais pas si vous avez écouté le général Pinatel, également, c'est ce qu'il disait. Il disait, mais en France, on a l'équipement, nous aurions des tanks, nous aurions des Leclerc, mais avant nous, les soldats à mettre derrière, avant nous, on ne les a pas. Donc la clé de tout, c'est la démographie, c'est la qualité de la ressource humaine, et c'est à ça qu'il faut s'atteler, c'est ça qui va nous faire gagner ou perdre. Si on arrive à sauver la démographie de notre pays, eh ben c'est gagné. Et la chrétienté. C'est gagné. Et la chrétienté. Mais je dirais que là, mais en restant politique, c'est là que ça se joue. Et je crois que parmi, dans notre entourage, des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, mais qui sont sensibles à cette vie dans les villages, à cette vie dans des petites communautés humaines, eh ben, rapprochons-nous d'eux, soyons avec eux, encourageons-les, parce que ce sont des gens qui ne demandent que ça, c'est d'avoir voilà, un peu des répondants. Hein, moi je le vois dans ma belle famille, des jeunes qui quand même attendent des enfants. Et ben, moi je trouve ça formidable. Voilà. Ils prennent le risque d'élever des enfants. Ce que dit ma voisine, Maurras a quand même écrit à Boutan, reconstruisons l'arche catholique et royale. Hein, bon. On a mis Dieu au placard, on a le démon actuellement, c'est tout, et c'est la bagarre, mais le démon actuellement est plus fort. Hein. Pour aller dans votre sens, effectivement, ça c'est un peu sans mots, là, ce que vous avez dit, effectivement, c'est important, mais parallèlement, pour ne pas faire un phrasé Macron là en même temps, il faut aussi, il y a des choses, il y a de l'urgence quand même. Ouais. Il y a un point ça, et de temps en temps, il faut dézoomer aussi. Je veux dire, si on a le nez trop dans le bidon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il faut dézoomer, regarder un petit peu les Allemands. Ils ont eu quand même un sentiment de nation unie bien plus tard que la France. Oui, on les a beaucoup aidés. On les a beaucoup aidés à ça. Et n'empêche qu'ils ont les Länder et compagnie. Non, mais l'Allemagne l'Allemagne, c'est surtout qu'ils ont gardé leur puissance industrielle. Et qu'ils ont tout fait pour dézinguer notre propre puissance industrielle. Et ils ont réussi parce qu'on a eu des nazes au pouvoir. On a eu des fourcades. Mais on a eu des fourcades, voilà. Mais le problème de l'Allemagne,
le problème de l'Allemagne, c'est qu'en plus, elle s'est unifiée sans qu'il y ait, sur le seul accord des Américains. C'est-à-dire que ni l'Europe, la pseudo-Europe, ni l'ONU, ni rien, personne n'avait été sollicité. Et ça, c'est comment il s'appelle? C'est notre ami Couteau. Non, c'est pas Couteau, je viens de le lire dans le sociologue dont je t'avais parlé, Emmanuel Todd. Todd, qui dit ça. Qui rappelle que l'Allemagne s'est unifiée complètement sans aucune concertation avec... Et c'était très grave, parce que pour nous, Français, ça posait un réel problème. Pour les Russes, ça en posait aussi un. Et l'unification de l'Allemagne a remis l'Allemagne au centre de l'Europe. Et c'est Berlin maintenant qui va diriger l'Europe à terme. Et ce qui se passe avec l'Allemagne, encore une fois, c'est que là, quand les Américains, maintenant on sait que c'est les Américains qui ont fait péter Nord Stream 2, vous savez, c'est les Américains qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Eh bien, ils ont protesté pour la forme, alors que pour eux, c'est une catastrophe sur le plan industriel, hein, qui n'est pas accès au gaz direct par les Russes. Mais comme il fallait être les ennemis des Russes, il fallait se taire, et c'est les Américains qui ont pris cette initiative, donc ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Mais par contre, en échange, ils leur ont promis, c'est vous les patrons de l'Europe. À l'avenir, c'est vous qui allez diriger l'Europe. Et diriger l'Europe, c'est-à-dire diriger un empire. C'est plus diriger, c'est fait une Europe fédérale. 30 secondes l'avocat du diable, pourquoi pas imaginer, je veux dire, en même temps que les Allemands ou à la place des Allemands, je ne sais pas. Imaginer plutôt que de confronter l'outre-Atlantique, peut-être faire un pacte commun. Peut-être de travailler avec eux. Oui, mais avec qui? Contre qui? C'est dirigé par l'armée américaine est en Europe. C'est eux qui maîtrisent tout. Les Allemands ne demandent que ça. Ils vont avoir leur armée, mais elle sera intégrée à l'OTAN. Et les Allemands sondent. Il y a deux entités en Europe. Il y a l'Allemagne et la France. C'est ça le vrai problème de l'Europe. Après, il y a le reste. Mais l'Allemagne et la France, c'est ça. Et c'est entre les deux. De Gaulle était très, très, très vigilant sur cette question-là. Et là, aujourd'hui, les Américains, sachant que la France reste un obstacle, non seulement pour Macron, mais c'est aussi un obstacle pour l'OTAN, c'est un obstacle pour l'Union européenne. Donc, de toute façon, tout le monde veut voir la France à la remorque, veut voir rabaisser la France, et ils sont tous prêts à accepter que ce soit l'Allemagne qui dirige tout. Sauf que historiquement, c'est pas possible, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que la France, elle a 15 siècles d'histoire, et qu'eux, ils sont encore des bébés. Et l'Union allemande, elle est totalement artificielle. Donc l'unité allemande est totalement artificielle. Et donc, c'est le cas. On va peut-être ressortir de considérations géopolitiques. Alexandre, et puis oui, mais on est au 4e Reich. Alors là, c'était pour rebondir par rapport aussi à ça rapidement. Donc c'était juste une remarque pour dire que si on veut pointer notre focale, il faut aussi le faire un peu plus à l'est, mais pas vers la Russie, plutôt vers la Pologne. Parce que la Pologne va bientôt avoir, si elle continue ses investissements, la première armée européenne. Et elle est bien partie avec la direction qu'elle a de l'Union, enfin l'Assemblée d'organisation des Trois Mers, à refaire une forme d'intermarium. Oui. Intermarium, c'est-à-dire l'union qu'il y a entre les différentes mers en Europe. Donc si l'Allemagne, comme elle se fait également remplacer, disparaît pour les mêmes raisons que la France, eh bien l'Europe de l'Est pourrait prendre la suite et développer une organisation parallèle à l'Union européenne. C'est évidemment des scénarios de politique fiction, on peut complètement changer, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi. Très soumis aux États-Unis. Oui, pour revenir à l'armée européenne. Oui, non. L'Allemagne, ils ont mis 100 milliards là, sur la table. C'est eux, ce sera l'Allemagne, la première armée européenne. Non, pas pour l'instant. Ils viennent de mettre 100 milliards, ils ne sont pas encore, mais ils vont grossir. Mais la Pologne aussi, c'est de prendre l'importance. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que la Pologne, sur le plan des mœurs et des certain nombre de principes, ils sont intéressants. Seulement, le gros problème qu'il y a, c'est que la Pologne est pro-américaine à mort. Pro-américaine à mort. Et ça, c'est la mentalité américaine, parce qu'ils ont tellement peur des Russes qu'ils choisissent. Mais ils ont raison. Oui, mais il y a les Russes, il y a les Chinois et il y a les Indiens. Oui, mais nous, on a les Américains. Attendez, s'il vous plaît. Oui, est-ce que le rôle de la France aurait pas dû être du côté des BRICS? Et en boutade, j'irais avec l'Allemagne, ça aurait fait la fabrique. Non, mais je vois pas pourquoi on est du côté des États-Unis qui sont de plus en plus déloyaux.
Bon, d'accord. Voilà. Les amis, là, ça part un peu dans toutes les directions. Je vous propose de continuer. Un petit mot, puisque Olivier parlait d'Emmanuel Todd. Eh bien, Emmanuel Todd ne fait plus partie des plateaux télé depuis que, sous les Gilets jaunes, on le voyait régulièrement, et dit, moi je viens d'une famille de communistes, de père en fils, de grand-père en petit-fils, je sais exactement comment ça fonctionne, et il a dit, c'est pas les Gilets jaunes qui ont tagué l'Arc de Triomphe, ben c'est les sbires du gouvernement évidemment, hein, bon, voilà, donc on ne voit plus du tout. Et là, au moins on est... Emmanuel Todd. Je vous rappelle simplement que le bien commun est à 3,50 €, donc moitié prix du prix affiché. Donc allez-y, servez-vous et versez.